Bonjour à tous, je suis François, je suis sage-femme depuis bientôt 25 ans et papa depuis à peu près aussi longtemps, un petit peu moins tout de même. J'ai la chance désormais d'avoir 5 enfants, des filles et garçons, et même, pour finir, on a eu des jumelles. Je considère que c'est vraiment une chance d'avoir des, des jumeaux dans sa famille, parce que c'est une autre approche. Et même au niveau de toute la famille, il y a un lien qui est particulier quand même. C'est très riche. Et moi, je suis content aussi parce que professionnellement, bah, quand je parle avec des mamans qui attendent des jumeaux, je sais de quoi je parle. Donc, c'est toujours très intéressant pour ça. Et ben 25 ans de carrière, ça permet aussi d'avoir une vision assez large de l'activité de sage-femme. C'est-à-dire que ben, j'ai eu l'occasion de travailler pendant de très nombreuses années dans une grosse maternité lyonnaise où on faisait plus de 4000 accouchements par an. Et donc, ce qui veut dire avec aussi une prise en charge de nombreuses pathologies, et ce qui est intéressant à connaître. Par contre, j'ai aussi eu la chance de travailler dans une toute petite, un tout petit centre périnatal où là, par contre, l'approche est totalement différente. C'est une petite structure, il y avait une dizaine de lits et on est plus proche des mamans. Tout ça, ça m'a permis d'avoir bah, une connaissance de l'accompagnement des mamans qui est assez importante. Je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que on se rend compte qu'avec bah, la pandémie et la situation sanitaire actuelle, la prise en charge des grossesses, elle a été quand même assez bousculée et que bah, souvent c'est un peu difficile pour les mamans de savoir à qui s'adresser. Alors moi, en préambule, avant de répondre à vos questions, ça me paraît important quand même de vous préciser que, comme le dit très justement cette affiche, les sages-femmes sont toujours là. Alors elles ont adapté leur prise en charge, mais elles sont toujours présentes malgré la crise sanitaire. Vous pouvez trouver des sages-femmes qui vont vous accompagner, soit en téléconsultation, soit par téléphone ou maintenant en présentiel. Ça revient quand même petit à petit un peu plus en présentiel. Euh, alors, nous avons recueilli donc un certain nombre de questions ces derniers jours et je vais maintenant essayer de répondre au maximum de vos questions. Alors, on va commencer par une question de Rachel. Donc, qui dit: je suis maintenant toujours obligé de venir seul au contrôle. Comment garder mon partenaire impliqué? Alors déjà, pour commencer, je pense que votre partenaire, s'il ne peut pas assister aux consultations, vous pouvez lui faire un petit peu un résumé de ce que vous avez vécu, ou même si c'est des séances de préparation. Alors, si c'est de la téléconsultation, bah, l'avantage c'est qu'il peut y assister, il peut être à côté de vous. Mais si c'est en présentiel, si vous allez au cabinet, mais qu'il n'y a pas l'autorisation d'avoir un accompagnant, racontez-lui. Alors, pour ce qui est de l'échographie, je conseille de demander, si c'est possible, de faire de la visioconférence avec le papa. Je mets un bémol, c'est pas sûr que ce soit accepté, parce que c'est pas toujours accepté par tous les praticiens, mais ça engage à rien de demander. Si vous le faites, prévenez le papa avant qu'il essaie de pas trop intervenir, parce que autant quand vous êtes présente lors d'une échographie en couple, vous parlez, mais vous chuchotez en général. Alors que là, avec la visioconférence, on a l'impression que le papa est beaucoup plus présent dans la pièce, et ce qui peut déranger quand même l'opérateur. Donc bien prévoir à l'avance, et puis au moins qu'il puisse regarder. Mais si vous dirigez effectivement le téléphone en direction de l'écran, bah, ça permettra au papa de le voir. Bah, sinon, sera obligé de se contenter des clichés, et puis vous lui direz bah, tout ce qu'a pu vous dire le praticien lors de l'échographie. Après, pour impliquer le papa aussi, je pense que ça peut être intéressant de prendre des temps pour cette grossesse. Alors, si vous avez eu l'occasion lors d'une grossesse antérieure de faire de l'aptonomie, bah, ça peut être intéressant d'en refaire là, même si vous n'avez personne pour vous accompagner, de le faire tout seul. Mais je pense que vous vous débrouillerez très bien. Sinon, eh ben, prendre un temps. Alors, si vous avez des aînés, c'est peut-être plutôt le soir. D'autant plus que le soir, bah, le bébé va
plus souvent tendance à bouger et que ce sera peut-être intéressant pour ça de pouvoir se poser tous les deux dans le calme. Le papa va pouvoir mettre les mains sur le ventre et puis, comme ça, pouvoir être à l'écoute, parler aussi à votre bébé. Ils entendent, hein. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Ils entendent souvent bien la voix du papa, ça il faut aussi leur rappeler. Donc, les voix graves, elles passent souvent mieux. Donc, bien faire participer le papa. Et puis papa, on va le faire participer aussi à tout ce qui est préparatif. Donc c'est vraiment une manière de l'impliquer aussi vraiment dans une grossesse. On va le faire participer aux préparatifs. Alors ça va être que ce soit pour la préparation de la chambre, pour les achats. C'est intéressant de voir aussi qu'ils s'impliquent aussi sur les achats des vêtements, qu'ils soient au courant de tout. Et d'ailleurs, moi j'ai souvent tendance à dire aux parents que la valise, elle doit se faire à deux. Et le papa, il doit vraiment être impliqué dans la préparation de la valise. Ça fait sourire souvent les mamans, mais c'est vrai que quand vous arrivez à la maternité, souvent le premier à qui on va demander les choses, que ce soit les papiers ou après la naissance, les premiers vêtements que vous voulez lui mettre, ça va être au papa. Et donc c'est bien s'il est au courant déjà aussi de tous les noms des différents vêtements. Qu'est-ce que c'est qu'un petit body? Qu'est-ce que c'est que ci, que là? C'est bien parce que ça pourra l'aider et ça, il va passer pour un super papa. On va prendre une nouvelle question. Alors, j'ai Abidé qui nous demande 32 semaines de grossesse et bébé toujours en siège, est-ce inquiétant? Alors non, là il faut vraiment Abidé être vraiment sereine, étant donné que le bébé généralement il va prendre sa position définitive. Il sera dans cette position à 34-35 semaines d'aménorrhée environ, hein. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Mais ça pourra être même jusqu'à l'accouchement. Il n'est pas rare qu'on ait des mamans qui arrivent pour leur césarienne, parce qu'il y a une césarienne programmée finalement, et que la veille de la césarienne, quand elles sont hospitalisées, on fait un contrôle d'échographie. Ah, découverte, le bébé s'est retourné. Donc c'est souvent une bonne surprise. Donc c'est quelque chose qui arrive quand même relativement souvent. Donc vraiment, on ne s'inquiète pas, jusqu'à la fin, le bébé peut encore se retourner. Après, il faut quand même être conscient que plus on va avancer effectivement dans la grossesse, plus la chance qu'il fasse sa culbute va diminuer. Il peut y avoir plusieurs raisons qui vont être la cause du fait qu'il ne se retourne pas. Déjà la taille, ou qu'il se retourne plus facilement, c'est-à-dire qu'un petit bébé se retournera beaucoup plus facilement. De la même manière, si l'utérus est relativement tonique, le bébé a des fois un peu plus de mal à se retourner. Et enfin, si selon le nombre d'enfants que vous avez déjà eu avant, le bébé pourra plus ou moins facilement se retourner. Si le bébé ne s'est pas retourné, selon les équipes, il y en a qui pourront vous proposer de faire ce qu'on appelle une VME, c'est une version par manœuvre externe. C'est avec les mains. Le gynécologue donc va essayer d'amener le bébé à tourner. On met les mains sur le ventre de la maman et on va essayer d'amener le bébé à se tourner à basculer. Alors ça fonctionne et ça fonctionne pas. C'est pas proposé par tout le monde, mais il faudra en parler avec la personne qui suit votre grossesse pour voir si effectivement il propose ça dans votre établissement ou pas. Après, il y a l'acupuncture aussi, qui peut aussi permettre de faire tourner les bébés. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, hein. Alors, d'autant plus si je vous dis qu'on pique les petits orteils. Voilà, ça s'appelle le point, il s'appelle 67 vessie. Et c'est ce point-là qui permet de faire tourner les bébés. Alors, c'est différentes possibilités qu'on va avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que le bébé ne s'est pas retourné que vous allez forcément avoir une césarienne. L'accouchement par les voies naturelles d'un bébé en siège, c'est tout à fait possible. Au préalable, effectivement, il sera important de faire une radio du bassin pour vérifier que la taille du bassin est compatible avec la taille du bébé. Alors, on va prendre une question suivante. C'est Marie-Charlotte qui demande que faire avec un bébé qui pleure sans cesse. Alors, la question est un peu compliquée parce que il faudrait savoir pourquoi il pleure, bébé. Et c'est bien la question que vous allez vous poser, parce qu'il va y avoir plusieurs raisons qui vont pouvoir être à l'origine de ces pleurs. Ça peut être soit que votre bébé a faim,
Donc, auquel cas, il faudra essayer de voir comment stimuler votre lactation pour avoir davantage de lait. Soit votre bébé il peut avoir des petites coliques, des gènes intestinales. Là, moi, je suis assez favorable à l'emmaillotage. Souvent, c'est quelque chose qui soulage bien les bébés. Donc, je ne sais pas si vous voyez exactement comment c'est, hein, mais on va prendre le bébé, on va le mettre sur un linge et on va vraiment bien l'entortiller. On va avoir comme les petites poupées russes après. Euh, Ça permet vraiment d'avoir le bébé, il est un peu, il se retrouve, j'allais dire confiné, c'est peut-être pas le terme qui convient actuellement, mais il est bien enveloppé comme il pouvait l'être dans le ventre de la maman. Donc ça permet souvent d'être assez rassurant parce que ils ont quand même passé 9 mois comme ça bien contraints de toutes parts et là le monde extérieur il n'y a plus de limite. Donc là c'est pas toujours facile pour les bébés et souvent ils sont rassurés, ils sont très souvent apaisés par cet emmaillotage. Euh, Après, il faut quand même aussi se dire que le bébé, c'est le seul moyen qu'il a de s'exprimer, hein, les pleurs. Donc, il faut aussi éventuellement le laisser un petit peu pleurer. Alors, bon, raisonnablement, bien sûr, mais on peut aussi le laisser pleurer. Une dernière chose que je pourrais évoquer, c'est l'ostéopathie peut des fois permettre d'aider un petit peu des bébés qui pleurent beaucoup. Bien sûr, il faut s'adresser à des ostéopathes qui sont vraiment spécialisés dans la prise en charge des bébés. La question suivante que je vous propose de traiter, ça va être une question de Anne qui nous demande peut-on changer de sage-femme si le feeling ne passe pas? Je suis au début du 7e mois et je n'en ai toujours pas car tout a été reporté suite au virus. Alors, oui, on peut bien sûr changer de sage-femme et je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire si on n'est pas en confiance. Je crois que c'est vraiment un lien très important qu'on doit avoir avec sa sage-femme. On doit être à l'aise avec elle et puis pouvoir lui poser toutes les questions qu'on a à lui poser. C'est important cette relation très proche qu'on peut avoir. Donc moi vraiment je dis oui, il ne faut pas hésiter. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez du mal à aborder votre sage-femme, eh ben n'hésitez pas à en changer. Euh, donc, je répète, hein, les sages-femmes, elles continuent à travailler malgré la crise sanitaire. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous verrez avec elles ce qu'elles vous proposent. Elle peut vous proposer soit de faire de la téléconsultation, même pour de la préparation à l'accouchement, hein, on fait de la téléconsultation comme ça. Soit elle peut vous proposer de faire des consultations par téléphone. Soit elle vous proposera de faire de la consultation en présentiel. À ce moment-là, elle vous préviendra des précautions qu'il faudra prendre à l'arrivée au cabinet, etc. Mais c'est tout à fait possible de consulter, du moins d'avoir une sage-femme. Alors, si vous ne savez pas où vous adresser, je vous invite à aller sur le site internet qui s'appelle Sage-Femme au singulier, donc sage-du-6 femme donc au singulier.be. Et là, vous aurez, dans la rubrique parents, vous aurez effectivement les coordonnées de sage-femme dans votre secteur et qui vous permettront effectivement de vous faire accompagner pour cette grossesse. On va essayer de prendre une nouvelle question. C'est une question de Bisma. Je veux savoir quel est le meilleur moment pour obtenir la consultation d'un spécialiste de la lactation avant l'accouchement ou juste après l'accouchement. Alors je vais vous dire en premier déjà que la prochaine vidéo qu'il y aura sur cette chaîne sera justement avec une consultante en lactation qui va pouvoir vous accompagner et donc vous pourrez lui reposer cette question. Personnellement, j'aurais envie de vous répondre les deux, et avant et après. Déjà avant, pour justement voir s'il y a un bon feeling, je vais revenir avec la question précédente, voir s'il y a un bon feeling avec cette sage-femme, et puis elle va pouvoir vous donner un certain nombre de petits conseils, vous expliquer comment va se passer la première mise au sein, vous expliquer comment ça va se passer les premiers temps, c'est-à-dire qu'au début vous n'aurez pas de lait, il y aura le colostrum et que le lait arrivera au bout du troisième jour. Elle vous expliquera un petit peu peut-être les différentes positions qu'on va pouvoir adopter. Elle va vous expliquer plein de choses. Et donc tout ça, ça va vous apporter quelque chose pour juste les premiers jours qui suivront la naissance. Et puis, c'est aussi important de la voir après, parce que là, elle pourra
eh ben, vous accompagnez avec le bébé, voir si il prend bien le sein, s'il réussit bien à attraper le mamelon et s'il le prend correctement. Elle pourra aussi vous accompagner s'il y a besoin un peu de booster votre lactation. Donc voilà, c'est bien d'avoir vraiment les deux, et avant et après. J'essaie de ne pas être trop long pour pouvoir traiter un maximum de questions. J'espère que c'est suffisamment complet pour répondre à vos attentes. Alors là, j'ai regroupé deux questions parce que je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. La première, c'est une question de Jeanne qui dit quelles sont les bonnes techniques de respiration. Et j'ai une question de Kim qui demande comment garder le repos pendant les contractions, comment gérer les contractions et le peu de temps entre elles, comment respirer, quels conseils avez-vous pour attraper les contractions. Alors, ça m'a fait sourire ce terme d'attraper les contractions. Moi, j'ai vraiment envie de dire accompagner les contractions. C'est vraiment important d'accompagner les contractions et de ne pas lutter contre. Je vous dis tout de suite, si vous cherchez à lutter contre les contractions, elles seront plus fortes que vous et vous allez avoir d'autant plus mal. C'est-à-dire que si, quand vous avez une contraction, vous commencez à vous crisper, j'ai mal, vous aurez encore plus mal. A l'inverse, si quand vous sentez la contraction qui arrive, vous détendez, vous essayez de respirer calmement. Alors comment est-ce qu'on va faire pour respirer? On sent que la contraction arrive, donc on essaie de se détendre, se reposer, on va prendre une grande inspiration et on va souffler tout doucement le plus longtemps possible pour vraiment se laisser aller. Vraiment se détendre au maximum. Ça va vraiment vous aider à mieux supporter les contractions. Quand la contraction est terminée, on reprend une respiration normale, on recommence à échanger un petit peu avec la personne qui vous accompagne, mais voilà, pendant la contraction, on essaie vraiment de se concentrer sur sa respiration. Alors après, avant d'aller à la maternité, vous pouvez, dans un premier temps, peut-être prendre un bain chaud. C'est vrai que le bain, moi, je trouve ça vraiment très bien, ça permet de se détendre au maximum. Alors on dit chaud, c'est de manière à pouvoir y rester un certain temps. C'est pas un bain bouillant, hein, le but c'est pas de se brûler, mais c'est vraiment de pouvoir se détendre, se relâcher au maximum. Ça va pas faire se dilater le col, c'est ce que pensent certaines mamans, c'est pas le cas. Ça ne fait pas se dilater le col. Par contre, effectivement, ça va permettre de se détendre. On se relâche souvent vraiment très bien dans son bain, on est détendu. Et puis pareil, on respire calmement pendant les contractions. Si vous avez la chance d'avoir un gros ballon, alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir à l'image, j'en ai un ici. Si vous avez un gros ballon comme ça, vous allez pouvoir, quand il y a des contractions, essayer de vous poser dessus, essayer de vraiment vous laisser aller. Et puis, vraiment, ça permet d'étendre le bas du dos. Et ça va aider le bébé à descendre dans le bassin. Et puis le papa, dans le même temps, il va pouvoir masser un petit peu le bas du dos pour vous soulager. Ça aussi, ça peut vraiment aider. On peut faire plein d'exercices avec ces gros ballons. Alors si vous en avez, c'est bien. Si vous en avez pas, vous pouvez peut-être en acheter, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Mais c'est vrai que si vous en avez, essayez de les ressortir s'il est dans un coin et que vous l'utilisez pas. Vous le regonflez et vous allez voir que ça peut vraiment aider au moment des contractions. Après, il y a plein de petits exercices de massage. Il y a des massages avec des petites balles qu'on fait, une petite balle d'enfant, hein, une balle grosse comme ça, sous-gonflée, et avec laquelle on va pouvoir faire le massage. Hein. La personne qui vous accompagne, elle peut vous masser un petit peu la tête, elle peut vous masser le dos. Voilà. Elle va pouvoir vous aider un petit peu à mieux supporter ces contractions et puis à vous détendre, à vous relaxer un petit peu pour mieux passer cette contraction. Et puis entre les contractions, on essaie de récupérer vraiment, de reprendre un rythme normal. Alors, une question d'un papa, Guido, qui demande: quel conseil donneriez-vous au futur père pour faire face à l'accouchement et que cela se passe le plus calmement possible? Alors Guido, moi la première chose que je conseille toujours aux papas, c'est de se faire leur place dans la salle de naissance.
C'est important parce que souvent, ils ont tendance à se mettre de côté, à ne pas vouloir gêner. Mais non, non. Mais vous êtes important. Parce que je dis toujours au papa, mais la sage-femme, on peut la remplacer. Et d'ailleurs, c'est possible qu'elle soit remplacée et que ce ne soit pas la même sage-femme au début et à la fin de l'accouchement. Le papa, on ne peut pas le remplacer. Donc, vous avez votre place. Il faut vraiment être là et être présent. Après, ça va être difficile de vous donner un conseil précis et de vous dire bah, faites comme ci ou comme ça. Parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la maman, on va commencer par là. Et c'est pour ça que je vais vous dire la chose la plus importante, ça va être d'être à l'écoute de la maman. D'être à l'écoute et de faire un petit peu tout ce dont elle a envie. Parce que d'une maman à l'autre, ça sera totalement différent. Il y a des mamans qui ont besoin qu'on soit très tactile avec elles, qu'on les entoure, qu'on les masse. Voilà. Puis il y a d'autres mamans, il ne faut pas les toucher. Donc vraiment, il faut s'adapter à la situation. Et puis, il ne faut pas vouloir en faire trop. Alors, je vous raconte des anecdotes. Moi, il y a des choses qui m'amusent. Certaines fois, il y a des papas qui découvrent le brumisateur. C'est très bien, le brumisateur. Ça fait une petite bruine comme ça sur le visage de la maman. Alors, vous savez, quand elle a des contractions, elle s'apprécie, mais elle s'apprécie à petite dose. Et c'est vrai que régulièrement, je vois des papas qui veulent faire plaisir. Alors, une fois qu'ils ont trouvé ça, ils se sont dit ah, c'est magique, c'est bien. Donc, ils commencent à en mettre un petit peu à la maman. Et comme ils voient qu'elle apprécie, ben, ils recommencent. Mais au bout d'un moment, les mamans, elles sont trempées et là, elles apprécient beaucoup moins. Donc, j'ai envie de dire aussi au papa, bah, préparez-vous un petit peu à vous faire un petit peu disputer quand même. Et puis, voilà, savoir comment vous allez réagir, c'est très difficile. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des papas qui me disaient non, mais moi, je veux être là pendant le travail. Par contre, au moment de la naissance, pendant la sortie du bébé, je veux pas être là. Et puis les choses se faisaient, voilà. L'accouchement se passait et on les oubliait. Et puis, ben, au moment on ne les prévenait pas pour leur dire ben, il faut sortir, donc ben, ils étaient là. Et je vous garantis que 95% du temps, derrière, quand vous parlez avec eux, ils vous disent ah, je suis resté, ça s'est super bien passé, j'avais vraiment peur que ça aille pas. Donc voilà, vous verrez bien sur le moment. C'est un moment unique, donc c'est difficile de vous dire avant comment ça va se passer, mais vous en faites pas, vous en garderez forcément un bon souvenir. Alors, maintenant, une question de Tanne qui demande nous attendons notre premier enfant vers le 4 août. J'aimerais recevoir une explication sur quand vous savez que vous pouvez partir à l'hôpital pour l'accouchement. Alors, d'une façon générale, je crois que quand partir à la maternité, les mamans, elles ne se trompent pas. Elles le trouvent d'elles-mêmes, elles le savent quand il faut y aller. Alors parfois, elles y vont un peu trop tôt, mais le jour J, elles y vont en général. C'est quand même très très rare les mamans qui ne savent pas que c'est le moment de partir à la maternité. Alors, il y a des grands principes, hein, c'est-à-dire qu'on va vous dire, il faut venir à la maternité quand quand vous avez des contractions, toutes les 5 minutes pendant 2 heures, c'est classiquement ce qu'on dit. Alors bien sûr, on va adapter les choses, hein, c'est-à-dire que si vous habitez à plus d'une demi-heure de la maternité, on réduira à 1h30 le temps d'attente avant de partir. De la même manière, si ça c'est pour un premier, mais si c'est un deuxième enfant, là aussi on réduira un petit peu le temps pour pas y aller non plus, pas y aller trop tard. La deuxième chose qui vous fera aller à la maternité, ça va être si vous avez rompu la poche des os. Rompu ou fissuré la poche des os. Alors la différence, ça va être quoi? C'est que soit vous avez rompu la poche des os, il faut voir ça comme un gros ballon baudruche. Donc vous voyez votre gros ballon baudruche, soit vous donnez un coup de couteau dedans, et là, toute l'eau sort et vous passez pas à côté. Soit c'est juste un petit trou d'épingle, c'est une fissuration, il y a un petit trou d'épingle dans votre poche des os, et là ça a coulé en continu. Que ce soit une situation ou l'autre, il faut aller à la maternité. Parce que votre bébé qui était bien à l'abri dans sa petite bulle, là, sa poche des os, là il est plus abrité, donc il est en contact direct avec les germes du vagin, donc le milieu extérieur, donc là il va falloir effectivement surveiller ce qu'il en est. Donc là, il faut aller à la maternité. Alors, vous avez 1 heure, 1 à 2 heures maximum avant d'aller à la maternité. Vous pouvez prendre une douche. On évite de prendre un bain dans ce cas-là. Et puis, on va à la maternité. C'est la deuxième raison. Troisième raison, ça va être si vous perdez du sang. Alors, quand je dis perdre du sang, c'est
et c'est pas si c'est juste des petites traces en vous essuyant, un peu plus de sang, là, vous n'attendez pas non plus que ce soit trop important. Vous allez à la maternité, il vaut mieux toujours vérifier ce qu'il en est. Euh, une autre raison qui va faire aller à la maternité, même si c'est pas vraiment pour l'accouchement, mais c'est si vous sentez plus bouger votre bébé. Là, il faut toujours mieux contacter effectivement soit la personne qui suit votre grossesse, soit la maternité pour savoir effectivement si on fait un peu le point, déjà pour vous rassurer, mais aussi bon, pour vérifier ce qu'il en est. Donc, dans un premier temps, si vous sentez plus bouger votre bébé, bah, je conseille toujours à un maman, moi, d'attendre, bah, de se mettre dans le canapé, puis on attend pendant 1 heure. Si sur 1 heure, on ne l'avait pas senti avant, puis on ne le sent pas du tout, il vaut toujours mieux faire un petit contrôle. Euh, et puis, de toute façon, en cas de doute, moi, je conseille souvent d'appeler la maternité, d'appeler la salle d'accouchement. Euh, pour pas venir pour rien, mais aussi pour, voilà, bah, ça les prévient, et puis ils pourront peut-être vous donner un petit conseil particulier en vous disant, bah, faites ci, ou prenez telle médication pour voir si effectivement les contractions se calment ou pas. On continue avec une question de Magali. Alors, ouais, c'est une vaste question, c'est comment fonctionne une césarienne? Quels inconvénients pouvez-vous attendre par la suite? Pouvez-vous porter votre bébé dans les premiers jours? Alors, bah, une césarienne, c'est une intervention chirurgicale. On va inciser le ventre à peu près au niveau des poils. On va inciser, ça va faire à peu près ouais, 10-12 cm. C'est vraiment à la limite des poils. Et puis, on va sortir le bébé. Après, ils vont écarter les muscles, ils vont ouvrir l'utérus et puis faire sortir le bébé. Ça va être relativement rapide comme geste. Par contre, après, ça prend un petit peu de temps parce qu'après, il va falloir refermer les différents tissus qui ont été ouverts. Globalement, la césarienne, elle va durer, alors ça dépend selon les praticiens, mais je dirais environ 20 minutes, 20 minutes à une demi-heure, quoi. Globalement, ça va être à peu près ça. La césarienne, elle va se faire sous péridurale ou sous arraché anesthésie. Ça revient à peu près au même, du moins la péridurale, en général, ou si vous c'est une césarienne qui est faite en cours de travail, elle sera faite sous péridurale. Par contre, si on décide d'une césarienne d'emblée et que vous n'avez pas de péridurale, ils feront une rachis-anesthésie. La différence, c'est que la rachis-anesthésie, vous ne pouvez plus du tout bouger, mobiliser vos jambes. Une seconde. La césarienne, elle va pouvoir se faire soit en urgence, soit programmée. Alors la césarienne programmée, ça va être dans quelle situation? Il va y avoir par exemple si on a un placenta prévia, c'est-à-dire que si le placenta il est placé entre le col de l'utérus et le bébé. Dans ce cas-là, effectivement, on programmera de toute façon systématiquement une césarienne. Donc là, ce sera programmé à l'avance et vous viendrez la veille pour l'intervention. Par contre, ça peut aussi être une césarienne qui est décidée pendant le travail. Pourquoi? Parce que on surveille pendant le travail, on va surveiller le rythme cardiaque du bébé, et si on voit qu'il commence à plus trop supporter les contractions, on peut être amené à décider une césarienne en urgence. Donc, auquel cas, ce sera la même chose, mais si vous aviez une péridurale, ils vont réinjecter dans la péridurale pour vraiment, là que vous sentiez absolument plus rien, et ils vont faire sortir le bébé. Une fois que le bébé est né, il va être pris en charge soit par le pédiatre, soit par une sage-femme, soit par une auxiliaire de puériculture, pour lui faire les premiers soins comme un nouveau-né classique. Et ensuite, alors souvent, là encore, ça va dépendre des maternités, mais le papa pourra s'occuper du bébé, et ensuite la maman, elle va être conduite en salle de réveil. Donc dans la question que posait Magali, elle demandait aussi quel inconvénient pouvez-vous attendre par la suite? C'est une intervention chirurgicale. Donc effectivement, même si c'est difficile de parler de la douleur, et si la prise en charge de la douleur est quand même bien différente à l'heure actuelle, la césarienne, c'est quand même une intervention chirurgicale, donc vous allez quand même avoir davantage mal que pour un accouchement par les voies naturelles. Mais on prendra, je vous dis bien, en charge cette douleur par la suite. Ensuite,
Sur la douleur, là encore, hein, c'est difficile à dire. Et quand elle me demande, Magali, si elle pourra porter son bébé, oui, le lendemain, normalement, il n'y aura aucun souci, elle pourra porter son bébé, mais c'est variable. Il y a des mamans qui courent qui marchent dans les couloirs le lendemain de leur césarienne, et puis il y a d'autres mamans, il va leur falloir 2 3 jours avant vraiment d'être un peu plus alerte. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à la question de Magali. D'ailleurs, comme j'espère que ça répond un peu à toutes les questions que vous avez pu vous poser, étant donné que ça fait une demi-heure, donc on va arrêter la session. J'espère que ça vous aura été utile, que j'aurai pu vraiment répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Et puis, alors malheureusement, il reste quelques questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Donc, je vous inquiétez pas, je vous ferai une réponse par écrit que vous recevrez soit par mail, soit par les réseaux. Euh, et vous les aurez donc via le compte de Nutricia. Donc cette vidéo, elle fait partie donc du programme Ensemble avec les jeunes parents et que vous pouvez découvrir donc sur le site nutriciababy.be. Début juin, il y aura une nouvelle vidéo, donc celle-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera sur l'allaitement avec une consultante en lactation. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui.